Une médecine basée sur des dogmes reste donc du domaine du fatalisme et non du domaine de la science déterministe. En fait, ce n'est pas une science, mais une métaphysique fataliste qui, par ses credos vaccinaux ou autres, nous mène à un totalitarisme médical qui asservit les hommes, surtout les hommes sains, et bien sûr, en plus, les malades. Ce que vous allez écouter là, ce que nous allons exposer, va à l'encontre directe de l'asepsie, du dogme de l'asepsie cellulaire conçu par Pasteur. En fait, il ne faudrait pas inculquer aux gens la phobie du microbe, qui reste l'être un des plus utiles êtres, si vous voulez, terrestres. Il ne faut pas en fait avoir peur des microbes. A-t-on la phobie de la cellule, du végétal, de l'animal? Nous devrions plutôt en fait être reconnaissants envers ces petits êtres qui constituent la moindre de nos cellules, y compris le spermatozoïde ou l'ovule, et qui remplissent un rôle physiologique capital. La moindre des cellules alimentaires que nous absorbons a été formée ou est formée en fait de microbes. Le microbe est l'être le plus utile physiologiquement sur la Terre et son unité fonctionnelle dans le temps et l'espace est la plus importante qui soit. Ce que nous pouvons appeler la doctrine de l'asepsie du vivant est une doctrine quelque part stupide. La vie n'est jamais aseptique, seule la matière peut l'être. Le dogme donc pasteurien de l'asepsie cellulaire ne résiste pas un seul instant à l'étude des faits, et c'est ce que nous constatons actuellement. Et la crédulité de nombreux médecins est étonnante pour admettre de tels dogmes qui constituent une métaphysique et non, loin de là, une science. Toute cellule, comme tout organisme, est un être mycélien. Moisissure, microphyte, organisé, différencié. Et comme le précise le professeur Tissot, en succession aux travaux d'Antoine Béchamp, tout être vivant est constitué par une moisissure organisée, identique chez tous les individus de la même espèce. Cette moisissure est la forme ancestrale de l'espèce. Et si cette moisissure organique végète sous une forme spéciale, dans chaque organe ou cellule, chaque forme étant liée spécifiquement aux autres peut y être ramenée par des procédés de culture appropriés. Les moisissures ancestrales humaines des hommes, disparus dans le passé, peuvent se retrouver actuellement dans la Terre, là où ils sont morts, ou ont voyagé autrefois, dans la mer, dans l'air, où elles sont véhiculées par des éléments sustentateurs, poussière par exemple. Il en est de même pour les moisissures ancestrales d'origine animale ou végétale. Tous ces microbes de la création, géologique, anatomique, sont soit humains, soit animaux, soit végétaux. Quant à l'immunité vaccinale, existe-t-elle? Où n'est-ce que la phase mycélienne des maladies lors d'une vaccination? Le professeur Tissot a étudié expérimentalement le développement des microbes in vitro et in vivo et nous donne les précisions suivantes. Citons-le.
Les éléments de moisissure évoluent en passant par 4 stades successifs. Agglomération des éléments isolés, fusion de ces éléments pour former des masses germinatives, germination et formation des filaments mycéliens, segmentation du mycélium. Transportée dans l'organisme animal, la culture bactérienne d'un agent pathogène évolue dans un milieu de culture in vitro. Étudier cette évolution dans l'un ou l'autre des deux milieux consiste à observer la formation des masses germinatives, leur germination et la segmentation du mycélium. Pour toute moisissure, le développement bactérien qui s'effectue pendant une période de 6 à 10 jours, c'est donc la phase fermentative ou bactérienne, quelquefois plus longtemps, par exemple dans la fièvre typhoïde, puis passe ensuite à l'état mycélien du 8e au 10e jour, c'est la phase mycélienne. On peut considérer la phase mycélienne comme établie à partir du moment où son développement étant très accentué, la phase fermentative ou bactérienne est, d'autre part, considérablement réduite. Ce moment coïncide avec l'établissement de l'état anaphylactique, c'est-à-dire de l'état qui expose l'animal au choc anaphylactique s'il reçoit une deuxième injection de l'antigène. La phase aiguë d'une maladie correspond à la phase de développement bactérien de la culture de moisissure et est suivie d'une phase chronique de longue durée correspondant à la phase de développement mycélien de l'agent pathogène. L'inoculation de la vaccine antivariolique communique la mycose de la moisissure vaccinale. Le développement de cette mycose, en général, s'accompagne du développement de matières agglutinantes, donc matières hyalines, mycofibrines, qui provoquent le passage rapide à l'état de masse germinative, puis à l'état mycélien des éléments bactériens qui pénètrent dans l'organisme dans une nouvelle contamination. Ainsi est évitée ou rendue insignifiante la phase aiguë ou bactérienne d'une maladie. Mais cet état vaccinal comporte obligatoirement l'infection de l'organisme par l'agent pathogène et l'établissement de la phase mycélienne de cette injection. Comme pour les autres maladies persistant à l'état chronique dans l'organisme sous forme de mycose de longue durée, la mycose vaccinale ou mycose variolique peut être la cause de manifestations pathologiques tardives telles que éruptions cutanées, trichophytie, etc. Donc les termes immunité et vaccination sont donc de 20 mots qui ont une fausse signification. L'immunité par vaccination ne s'acquiert qu'en conférant à l'individu la phase chronique de la maladie qu'on veut précisément éviter. Phase chronique qui comporte dans un avenir récent ou très éloigné de redoutables complications. C'est ce que nous avons toujours dit en naturothérapie, donc qui est confirmé par les dires de Tissot. Les notions nouvelles que comporte ce livre montrent que la médecine est encore bien arriérée et surtout que depuis l'élaboration des néfastes doctrines pasteuriennes, ces progrès ont été non seulement arrêtés, mais c'est surtout l'accumulation d'un grand nombre d'erreurs nouvelles qui a constitué l'évolution de la médecine depuis 3/4 de siècle. Donc nous sommes en perpétuelle erreur depuis l'avènement, si j'ose dire, de les découvertes de Pasteur. Le mécanisme de cette prétendue immunité qui rend bénigne la phase aiguë d'une deuxième infection est la formation par l'antigène dans le sang de l'immunisé d'une substance fibrineuse agglutinante, l'antitoxine, qui agit sur les éléments bactériens et qui cause une deuxième infection. Donc, est réunie en amas qui formeront ainsi des masses germinatives qui provoqueront le passage direct du virus à l'état mycélien. Ce mécanisme très simple
est la seule cause de cette prétendue immunité qui n'est en réalité que l'existence de la phase chronique d'une maladie avec toutes les complications et dégâts quelquefois redoutables qu'elle peut occasionner. C'est pour ça que, en ce qui concerne tous les vaccins conçus avec des virus atténués, il faut fuir. Et actuellement, nous avons les deux, dans ce qui est proposé, évidemment. Là. Une des grosses erreurs de la médecine, donc on peut en parler à l'époque, est de croire terminer l'infection, alors que par un virus donc hétérogène, quand la température est redevenue, on va dire, normale, et quand les troubles de la période aiguë ont disparu. En réalité, la maladie n'a fait que passer du court stade bactérien au long stade mycélien de la phase chronique, qui dure des dizaines d'années et dont les accidents peuvent être beaucoup plus graves que ceux de la phase aiguë. C'est pour ça qu'on attend d'effets secondaires avec déjà les vaccins qu'on a eu avant. Alors imaginez maintenant. C'est la même erreur que l'on commettrait en croyant guéri la syphilis quand le chancre initial a disparu. C'est surtout un but commercial qui provoque les affirmations des bienfaits de la vaccination. On ne va pas nier actuellement que les choses ont changé, je pense. Alors, il écrivait encore: nous ferons remarquer que l'antitoxine ou l'anticorps spécifique produit par l'antigène chez le malade est une substance agglutinante, favorisant la formation de masses germinatives spécifiques, c'est-à-dire de leucocytes spécifiques donnant des mycéliums spécifiques. Nous avons exposé que tout antibiotique ne faisait par exemple que favoriser le passage de la phase bactérienne à la phase mycélienne, en formant des leucocytes également. À notre avis, dans chaque espèce microbienne, l'anticorps n'est que l'antibiotique spécifique favorisant le passage de la bactériose à la leucocytose spécifique, c'est-à-dire l'empoisonnement par les globules blancs en fait, dans leur action antibiotique. Les thérapeutes font de l'horticulture microbienne sans s'en douter, et croyant supprimer un agent pathogène, ils en favorisent au contraire le développement mycélien. Et depuis l'usage exagéré par exemple des antibiotiques, il est incontestable que le nombre des mycoses a augmenté chez les malades. C'est typique en cabinet, avec tous les gens qui prennent beaucoup d'antibiotiques sont en fait infestés de mycoses. Et c'est pourquoi, dans tous les conseils que nous donnons dans nos cours de naturothérapie, nous déconseillons la majorité du temps les antibiotiques. Et s'ils sont pris, parfois bien sûr ils sont utiles à partir du moment où vous avez une infection bactérienne qui est assez évoluée, on va dire. Et là, bon, les antibiotiques peuvent être utilisés, mais alors il faudrait faire des antibiothérapies flash. Et là, vous comprenez mieux maintenant pourquoi. La vaccination, en fait, n'est pas une protection, mais serait plutôt quelque part une contamination. Ce qui pourrait expliquer actuellement la quantité de mutants qu'on observe dans les virus. Le professeur Tissot a, quant à lui, nettement donc établi que ce qu'on appelle à tort immunité contre une maladie n'est que la phase chronique et mycélienne de cette maladie. C'est ce que nous avons vu précédemment. Et que l'immunité artificielle obtenue par vaccination ne peut s'acquérir qu'en conférant aux vaccinés la phase chronique ou mycose de la maladie, qu'on voulait précisément lui éviter. L'anticorps spécifique ne peut être produit que par un mycélium vivant et se nourrissant. Ce qui fait que tout vaccin doit nécessairement être vivant. Les vaccins prétendus chimiques n'existent pas et nous avons assez insisté sur la résistance vitale et la pérennité physiologique des microbes. Pour tuer un microbe, il faudrait presque l'incinérer et nous savons depuis les travaux de Taxis qu'un microbe peut prendre l'état de vie latente sous la forme cristalloïde en attendant des conditions meilleures. Par ailleurs, Tissot a démontré que les prétendues toxines sont des éléments figurés. Les ismophores de la culture microbienne dont ils proviennent et peuvent, comme le font les cristalloïdes cultivés par Taxis, redonner la moisissure dont ils proviennent quand les conditions leur sont favorables. Le professeur Ramon, dans divers articles, presse médicale,
du 19 mars 1949, 2 août 1952 et West Medical du 15 novembre 1952 dénoncent les dangers des vaccins vivants dans les termes suivants. Nous sommes obligés de prendre ces références, car actuellement, même si nous en avons, elles sont toutes, on va dire, quelque part censurées chez nous. L'innocuité des vaccins vivants est toute relative. Par ailleurs, il est impossible de préserver les vaccins vivants des souillures éventuelles par d'autres germes microbiens. L'anatoxine diphtérique différait donc complètement des virus vaccins génifériens et pastoriens qui sont vraiment instables, dont la virulence, seulement atténuée et non abolie, peut être exaltée dans certaines conditions, d'où leur inconvénient, pour ne pas dire leur danger. Pourquoi actuellement ça ne fonctionnerait pas de la même façon? Le professeur Tissot, donc au début de 1947, nous avait demandé de participer à une étude expérimentale tendant à démontrer que l'anatoxine diphtérique est un vaccin vivant et que son injection détermine chez le vacciné une maladie diphtérique post-vaccinale apparente ou inapparente. Extrait de son livre, donc là c'est l'immunité n'existe pas, page 41 à 62. Cette expérimentation, nettement concluante, est signalée dans une lettre que le docteur Tissot adresse au ministre de la Santé publique de l'époque pour lui demander l'abrogation de la loi rendant la vaccination antidiphtérique obligatoire et l'interdiction de ces inoculations vaccinales qui déterminent dans les jours qui suivent l'apparition de bacilles diphtériques, donc, dans les humeurs. Pourquoi n'en serait-il pas chez nombre de sujets actuellement avec l'injection de virus atténués du Covid, voilà. Loin d'être des poisons solubles, les toxines diphtériques, comme toutes les toxines, je le cite encore, loin d'être des poisons solubles, sont des éléments figurés, des éléments microscopiques. Il appelle ça des cymosphores de 0,2 à 1 micron, animés de mouvements browniens qui passent dans les canaux du filtre en porcelaine et qui proviennent de la culture du microbe diphtérique originel. L'anatoxine diphtérique, qui n'est qu'une toxine diphtérique atténuée par le formol, est bien vivante et va donner dans l'organisme inoculé une phase bactérienne atténuée, apparente ou inapparente, puis une phase mycélienne produisant les anticorps. Les mycéliums diphtériques doivent plus tard se retirer de la circulation générale et se déposer sous forme de lit vaccinal dans le tissu, où ils trouvent le milieu nutritif optimum. Ce trophisme nutritif est parfois neurotrope et il existe non seulement des paralysies diphtériques après vaccin et sérum antidiphtérique, mais aussi des poliomyélites. Cette complication vaccinale a obligé le conseil municipal de Londres de l'époque à suspendre la vaccination antidiphtérique. Donc c'est d'après le Monde du 14 avril 1950. Cette mycose vaccinale diphtérique qui persiste chez les vaccinés, mordant donc leur terrain organique à d'autres affections. Et si cette lie vaccinale diphtérique est agitée à la suite d'une dysphysiologie de l'organisme, parasité par le vaccin vivant, ces mycéliums diphtériques vaccinaux pourront se segmenter en bacilles diphtériques pouvant fermenter, c'est-à-dire en se nourrissant, redonner une phase bactérienne qui constituera une véritable rechute fermentative de la mycose vaccinale diphtérique. Cette rechute diphtérique chez les vaccinés est comparable à la rechute, par exemple, de la syphilis chez les syphilitiques, de la blénorragie chez les blénorragiques, du paludisme chez les paludiens, du typhus chez les typhiques, de la varicelle chez les varicelleux chroniques, traités par la cortisone notamment, etc. L'anticorps et l'antitoxine étant une substance agglutinante provenant d'une zymophore, tout vaccin en produisant
est nécessairement vivant et donc dangereux. La méthode donc, du professeur Tissot permet de prouver facilement que les vaccins chimiques et aseptiques n'existent pas, et on pourrait ainsi prouver la vitalité de toutes les anatoxines en les ensemençant sur des milieux convenables de culture, comme on pourrait suivre leur évolution chez les vaccinés par des isotopes radioactifs incorporés à elles. C'est ce qu'on disait à l'époque. Où en est-on maintenant? J'avoue que, disons, il n'est pas de mon ressort de me pencher à fond là-dessus. Je vous donne ces éléments parce que ce sont ceux que je ne pense pas qu'ils aient grandement changé et que je pense que malheureusement le dogme est toujours bien présent et qu'il n'est pas discuté dans les milieux soi-disant scientifiques qui nous gèrent, à quelques exceptions près. En conclusion, vacciner, c'est quelque part de toute façon contaminé en déterminant chez les malheureux vaccinés la phase mycélienne considérée à tort comme une phase immunitaire de la maladie dont on voudrait précisément les protéger. Vacciner, c'est favoriser la dissémination des maladies et l'accroissement des mycoses morbides ainsi que la création, et on le voit de plus en plus, de maladies allergiques. On n'entend parler que de ça depuis que plus les vaccins prennent l'importance et plus on a d'allergies. Que pouvons-nous dire encore? Soumission à l'ordre naturel. Là, je vais citer donc des travaux qui ont été faits par, entre autres, André Pasbec, bien sûr, et nombre d'hygiénistes et naturopathes de l'époque, ainsi que le professeur Raymond Letier, etc., en fait, tous les gens que j'ai personnellement connus. Alors, le milieu intérieur de tout être est prodigieusement structuré, différencié et organisé, ce que nombre d'entre vous maintenant savez. Il est donc illusoire et franchement utopique de vouloir le façonner de l'extérieur par une sorte de biologisme historique comparable au matérialisme historique. C'est ce que disait Pasbec à l'époque. Les appareils vivants, tous différents les uns des autres, résultent de l'agencement de leurs éléments constituants et de la loi fonctionnelle qui leur a été imposée à chacun, dès leur création. Ils sont par conséquent tous soumis à un ordre naturel. Les microbes eux-mêmes ne sont pas une catégorie d'êtres à part, créés et disséminés dans le milieu extérieur pour corrompre les autres êtres vivants. Ils sont au contraire de même nature qu'eux, puisqu'ils proviennent tous par des différenciations des cellules des divers êtres vivants actuellement ou ayant vécu dans le passé. L'homme peut être atteint de troubles physiologiques déterminés par la nutrition de deux sortes de microbes. Les microbes exogènes, provenant par des différenciations d'une cellule extra-organique, contagion exogène, elle existe quand même, et les microbes endogènes, provenant par des différenciations d'une cellule anatomique, contagion endogène et héréditaire. Actuellement, il existe une troisième sorte, les microbes dits vaccinaux, provenant des laboratoires ou microbes iatrogènes. Le problème chez tout malade atteint d'une infection est de savoir d'où, en fait, viennent l'origine des microbes qui évoluent dans son organisme et vont déterminer une anharmonie physiologique, autrement dit, des troubles morbides. Ceux qui prétendent que l'homme est né aseptique et que sa septicité lui vient de l'extérieur, d'une atmosphère viciée, commettant une erreur semblable à celle de ceux qui commettent en fait une erreur semblable à celle que commettent ceux qui prétendent que l'homme est né bon et que sa malice lui vient de l'extérieur, d'une société corrompue, etc. Le milieu n'est pas une espèce de vêtement dont on peut changer à sa guise, et tout être vivant est uni à son milieu, naturel, par de profondes relations en fait. Les microbes anatomiques ne deviennent pathogènes que du fait de l'insoumission de l'homme à l'ordre naturel, aux lois naturelles.
ce qui détermine leur dédifférenciation et leur variation fonctionnelle. Les mesures d'hygiène doivent non seulement être appliquées au milieu extérieur, mais aussi et surtout au milieu intérieur, qui est le plus important. Le milieu intérieur, comme on le voit, est donc la clé très certainement actuelle de l'amélioration de la situation que nous vivons. Il faut donc appliquer les mesures d'hygiène au niveau extérieur, au niveau intérieur. L'homme est donc responsable du milieu intérieur, de son milieu héréditaire, dont il a hérité biologiquement, et s'il le dégénère par on va dire, en s'écartant de trop aux lois diverses, qu'elles soient biologiques, morales et physiques de la vie saine, il verra apparaître chez lui ou dans sa descendance des troubles morbides, donc endogènes, internes, dont la véritable cause est la lésion dégénérative et dont la cause seconde ou effet est le microbe endogène, c'est-à-dire généré de l'intérieur. Si ces troubles morbides ou dysphysiologiques persistent, ils prédisposent au mordançage dans les humeurs impures de microbes de provenance exogène, les antibiotiques physiologiques n'exerçant plus leur rôle protecteur. Tout ce petit exposé, là, nous permet de comprendre suffisamment pour quelles raisons scientifiques Claude Bernard a reproché à Pasteur son a priorisme. Le système pasteurien, qui ne repose que sur des interprétations et non sur des faits, est donc anti-scientifique. Il constitue une métaphysique et non une science. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elle a pris mondialement. De nombreux slogans publicitaires soutenus ont diffusé les dogmes de cette métaphysique pasteurienne et abusent depuis plus d'un siècle de la crédibilité étonnante de nombreux médecins et biologistes donc de tout pays, insoumis ou infidèles à la méthode de la science expérimentale, qu'elle a été définie telle qu'elle a été définie, on va dire, par le célèbre, le grand Claude Bernard. Actuellement, les dogmes asepsie de la cellule vivante, panspermie, monomorphisme du virus, de la bactérie et de la moisissure, immunité artificielle, possibilité de standardisation biologique, etc., du credo pasteurien, ne tiennent guère et s'écroulent devant l'évidence des faits, ce qu'on ne peut nier actuellement. Et il m'arrive même de souhaiter que tout ça soit faux.